les Céréaliers du Québec et Boulangerie Ange, fiers partenaires de Zone Agricole. Bonjour, au programme cette semaine, on vous parle des changements climatiques et de ses impacts dans le monde agricole. L'agriculture est-elle réellement un problème ou fait-elle partie de la solution? Les avis sont partagés. Bienvenue à Zone Agricole. Les changements climatiques, on les vit tous les jours, que ce soit par la pollution de l'atmosphère à certaines périodes de l'année, en observant les feux de forêt de plus en plus fréquents, les ouragans et les tornades plus présentes qu'au XXe siècle. Mais qu'en est-il dans le monde agricole? Quels impacts ont les changements climatiques sur ce secteur? Et est-il parfois responsable des bouleversements que vit notre planète? Nous nous entretenons cette semaine avec le coprésident de l'Institut Jean Garon, Guy de Bailleul, et Caroline Matteau, agronome et directrice de la division des semences fourragères chez Belle-Île. Dans cette émission, nous retrouverons également la traditionnelle revue de presse de Guy Duval, la chronique coup de gueule de Yann Turmine, un zoom économique bien sûr. Cette semaine, la Fédération québécoise des clubs quad, Johan Perron, son directeur général, est là pour nous présenter son organisation et son rôle dans le monde agricole. Mais auparavant, vous le savez, rencontre avec Simon Bégin qui nous parle des changements climatiques au cours des dernières décennies. Bonjour Simon. Alors les dernières décennies, au XXe siècle, il me semble qu'on entendait moins parler des changements climatiques. Qu'est-ce qui s'est passé en une centaine d'années? En parlant de la science du climat, c'est quand même depuis 150 ans qu'on peut parler qu'il y a une science, des scientifiques qui s'intéressent au climat. Ce qui est particulier, disons, dans les années 1860 à 1990, on étudiait le climat pas parce qu'on s'inquiétait du réchauffement, on s'inquiétait du refroidissement. On avait peur à l'époque glaciaire. Les gens étaient conscients qu'il y avait eu dans l'histoire de la Terre des grandes périodes glaciaires et on se demandait est-ce que ça va revenir. Alors là, on a commencé à regarder le climat, on s'est rendu compte qu'il y avait, c'est là qu'on a découvert qu'il y avait un effet de serre. C'est là qu'on a commencé à soupçonner que le CO2 émis par le charbon, le pétrole, pouvait être une des causes, mais on trouvait que c'est une excellente nouvelle que la planète se réchauffe tranquillement grâce au CO2. Puis à quel moment on a changé ça? À quel moment on a changé notre au lecture? Au XXe siècle, jusque peut-être en 1960, il y a eu un grand débat parmi les scientifiques pour savoir effectivement est-ce que c'est vraiment le CO2, est-ce que c'est vraiment les activités humaines, et à quelle mesure ça crée un problème. On disait que c'est pas tellement grave parce que, oui, on émet du CO2, ça a un effet de serre, mais il y a les océans, il y a les forêts, on en capte autant qu'on en émet, donc c'est pas vraiment grave. La quiétude écologique, l'inquiétude environnementale a commencé plus dans les années 60 avec, ça a pris des satellites météorologiques, ça a pris des ordinateurs pour traiter toutes ces données-là. Là, on a commencé à vraiment avoir une meilleure compréhension de ce qui se passait et il y a eu une lettre dans les années 60 écrite par un groupe de scientifiques au président Reagan, sonnant la première fois l'alarme. Écoutez, il y a un problème, on se dirige vers des réchauffements importants, il faut faire quelque chose. Oui, président Nixon, sûrement années 60. Président Nixon, années 60. Oui, c'est ça. Oui. Alors là, il y a eu, ça s'est enchaîné. Puis après, il y a eu le GIEC, le sommet de Rio, il y a eu les coops qu'on connaît, et on peut parler à ce moment-là maintenant de l'éco-anxiété. La connaissance scientifique était là, mais ça n'avait pas percolé dans l'opinion publique. Ça a percolé dans la société à partir de quoi? Les années 2000 à peu près? À peu près, quand il y a eu des événements climatiques extrêmes qui ont commencé à se multiplier. Pour l'agriculture, on peut dire que depuis une trentaine d'années, il y a eu une explosion des impacts catastrophiques sur les récoltes. Pas partout. Globalement, la production alimentaire continue à augmenter ou a été relativement stable, mais dans des régions ciblées, il y a eu des grandes sécheresses, des inondations. Il y a eu des pertes de millions de tonnes de récoltes. Et c'est ça, c'est un phénomène qui s'accélère. D'où l'éco-anxiété agricole. Ce qui demande beaucoup d'adaptation pour les agriculteurs. C'est d'ailleurs de ça qu'on va parler avec Caroline Matteau et Guy de Bailleul. Merci Simon. Merci Yannick.
Alors Guy, bonjour. La revue de presse, on sait que le Québec n'est pas autosuffisant en termes de blé. On l'a vu encore récemment. L'Agriculture Canada nous dit que 92% du blé se fait dans les prairies. Donc au Québec, on n'est pas bon dans le blé, mais au Lac-Saint-Jean, on est bon. C'est sûr qu'au Lac-Saint-Jean, on est très toujours bon. D'ailleurs, je viens du Lac-Saint-Jean. Alors, je veux te parler de céréales normandins qui ont eu quand même une subvention de 3,5 millions, sur un investissement de 5,8 millions dans leur entreprise. L'objectif de ça, c'est tout simplement de transformer le blé, l'orge puis la gourgane du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de devenir, en fin de compte, dans la région, autosuffisant. Alors, qu'est-ce que c'est, Céréales Normandin? Ça a été fondé en 2017 par M. Jacques Drapeau, qui est président et fondateur des Céréales Normandin. Alors, sont spécialisés dans la vente de céréales, le séchage, le criblage, l'entreposage et le traitement des grains. Alors, ce qu'ils ont conclu, c'est bien simple. Ils trouvaient ça bizarre, eux, je veux dire, dans la région, puis c'est normal quand tu viens d'une région. On produit du blé, on fait pousser du blé, on envoie ça à Montréal, puis après ça, on va l'acheter à Montréal pour le faire revenir dans la région. Donc, ils ont créé comme un circuit court, en fait. Oui. Puis ça, on peut vraiment dire, là, c'est du champ à l'étable. À la table, excusez-moi. Du champ à la table. Oui, c'est pas pareil. Et en fait, c'est ça. Donc en fait, là, il y a vraiment une activité nouvelle en fait qui va se passer au Lac-Saint-Jean, ce qui va changer un petit peu la donne, puisqu'on sait que le Québec est un peu en difficulté, le blé est un peu en difficulté au Québec en fait depuis quelques années. Pour les boulangeries, là, ça va être excellent pour eux autres. Ça va coûter beaucoup moins cher, je veux dire, au niveau de la boulangerie. Là. Concernant les œufs bruns et les œufs blancs, parce que là, tu nous scotches, il y a des œufs blancs, ça existe, ça? Oui, bien, je sais que toi, quand tu es arrivé ici... Ça existe ici maintenant, mais ça n'existait pas en France, effectivement. Oui, hein? Je pense que ça n'existe toujours pas, d'ailleurs. Oui, puis tu ne connaissais pas ça, les œufs blancs. Non. Alors, pour donner une petite séance d'information, habituellement, les poules brunes pondent des œufs bruns, puis les poules blanches pondent des œufs blancs, habituellement. On peut retrouver aussi des œufs bleus, des œufs verts, des œufs beiges. Alors, la couleur du jaune d'œuf dépend de l'alimentation, la couleur du jaune et la coquille de la race. Alors, c'est pas nécessairement parce que c'est brun que ça va être Moi, j'ai toujours brun. le sentiment que l'œuf brun est meilleur. On dirait que le jaune est plus jaune. Et puis, ce qui se passe actuellement, il y a une petite tendance pour aller vers les œufs blancs parce que les œufs bruns coûtent un peu plus cher. Pourquoi? Parce que les poules brunes sont plus grosses, ils mangent plus, il y a moins de poules dans le poulailler. Alors, les producteurs disent que ça coûte à peu près 15 cents de plus la douzaine comme prix lorsqu'ils la vendent. Alors, il y a une petite tendance vers le blanc parce que les œufs blancs coûtent moins cher. Par contre, lorsqu'on va dans la campagne, l'agriculture de proximité, les gens ils ont plus tendance à acheter des œufs bruns parce qu'ils associent ça, la couleur, à la ferme. Alors, ça paraît plus naturel, effectivement. Ça paraît plus naturel, oui. Mais là, on aura du moins appris que les poules brunes sont plus gourmandes, c'est ça? Ils sont plus grosses. Elles sont plus grosses, donc plus gourmandes. Ouais. Merci, Guy. Ça fait plaisir. Alors, dans le sujet principal des changements climatiques et de l'impact en agriculture, on va parler aujourd'hui avec Caroline Matteau de Belle-Île, en fait agronome chez Belle-Île, qui est avec nous en plateau. Et on va avoir Guy de Bailleul, que vous avez déjà eu dans les émissions, coprésident de l'Institut Jean Garon, qui est à distance par duplex à Montréal. Bonjour à vous deux. Bonjour Guy, bonjour Caroline. Bonjour Yannick. Alors Caroline, on va venir à Guy tout à l'heure, mais Caroline, dans un premier temps, puisque tu es ici avec nous en studio, on entend souvent que l'agriculture c'est nuisible, que c'est responsable des changements climatiques. Ça, c'est un discours qui est assez récurrent. Mais explique-nous en quoi les sols peuvent être aussi des puits de carbone qui, au final, enrichissent les sols et donnent de la fertilité, notamment dans la méthode du 4 pour 1000. Si tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est. Oui, en fait, le 4 pour 1000 base ses principes dans ce qu'on appelle le cycle du carbone, qui est un mouvement global sur Terre où le carbone va passer d'une forme à l'autre, donc une forme gazeuse à une forme solide ou dans la matière organique des sols. Il y a 4 grands réservoirs de carbone sur Terre: l'atmosphère, donc la phase gazeuse, la biosphère, les animaux, les plantes, la vie sur Terre, l'hydrosphère, les océans,
et la lithosphère, les sols, donc la matière organique des sols, par exemple. Où l'agriculture a un rôle à jouer là-dedans, dans le grand cycle du carbone, c'est par son intervention dans les mouvements du carbone. Donc, va précipiter, par exemple, le mouvement du carbone d'un cycle, du réservoir physique qui est les sols, donc la matière organique des sols, vers une forme plutôt gazeuse, sous forme de gaz carbonique, par exemple. Alors, ces gaz-là vont s'accumuler en plus grande quantité dans l'atmosphère et causer ce qu'on appelle le réchauffement climatique par l'effet de serre. Et quand on est capable de capter le carbone dans le sol, est-ce qu'on peut considérer que ça enrichit, ça fertilise le sol? Oui, d'une certaine façon, effectivement, la matière organique des sols est un indice d'une fertilité des sols. Puis l'agriculture, même si on la pointe souvent du doigt comme étant négative, a un rôle à jouer dans ce. Donc, en cultivant des plantes, on est capable de ramener de la matière organique dans les sols. Elle a un rôle à jouer, elle a aussi un rôle dans les pratiques qu'on va avoir en agriculture, parce qu'on lit souvent, en fait, que si on fait moins de travail au sol, qu'on fait plus de culture, de couverture, qu'on fait une fertilisation organique, tout ça va faire en sorte qu'on travaille correctement avec la nature, c'est ça? En fait. Exactement. Il y a un grand spectre de toutes sortes d'actions qu'on est capable de poser à la ferme où on va être capable d'influencer positivement ce cycle-là, donc ramener de la matière organique vers les sols. C'est sûr qu'il y a des actions qui ont plus de bénéfices que d'autres, puis ça, c'est le rôle des intervenants du milieu ainsi que les producteurs agricoles de bien cibler ces pratiques-là qui vont avoir le plus grand impact au niveau de l'environnement. Par contre, c'est toujours important de garder en tête pour les producteurs agricoles qu'il faut que ces actions-là aient aussi une influence positive sur la santé financière de l'entreprise, par exemple, et aussi son rôle dans le temps, donc la pérennité de l'entreprise, puis sa résilience aussi. Alors, Guy, en fait, toi, on sait que les changements climatiques, c'est indéniable, ça, on est tous d'accord, on le vit au quotidien. Est-ce que vous diriez, Guy de Bailleul, que du coup, c'est l'agriculture qui est responsable des changements climatiques, comme certains nous le disent, ou c'est les choix qu'on a faits en agriculture? Yannick, je vais te répondre qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire que l'agriculture est naturellement productrice de gaz à effet de serre à travers notamment des productions comme l'élevage des bovins, enfin des ruminants d'une manière générale, ou de la riziculture, par exemple. Il faut savoir que, par exemple, que la culture du riz génère 4% des GES à l'échelle mondiale, c'est-à-dire autant que les transports aériens. Mais on peut se passer de prendre l'avion, on ne peut pas se passer de consommer des produits alimentaires. Donc, en fait, on aura toujours une agriculture qui contribuera, mais de manière beaucoup améliorée, à l'émission de gaz à effet de serre. Et par ailleurs, c'est sûr que les choix qui ont été faits, c'est-à-dire pour des raisons économiques, pour des raisons de politique, ont privilégié des systèmes qui sont relativement producteurs intensifs de gaz à effet de serre. Ce qui veut dire que les gouvernements, dans la transition dont on nous parle, n'ont pas nécessairement fait ou les bons choix ou pas fait les bons choix assez rapidement. Tout à fait, effectivement, parce qu'il y a longtemps dont on dispose de scénarios climatiques. Par exemple, à l'échelle du Québec, Uranos a déjà produit depuis pas mal d'années des scénarios climatiques relativement précis au niveau des régions. Donc, ça nous donne une idée du climat que l'on va connaître dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Par exemple, pour le sud du Québec, on va connaître le climat du sud de l'Ontario d'ici 10, 15 ans. Donc, ça nous donne une idée des cultures qui pourront prévaloir. Et donc, ça devrait avoir incité le gouvernement à s'adapter, à préparer cette situation. Justement, vous parlez de région, Guy de Bailleul, donc moi, ça me fait penser aux zones géographiques. Est-ce que en fait, c'est à nous de s'adapter avec des nouvelles cultures dans ces zones géographiques où il faut changer nos méthodes? Est-ce qu'il faut garder nos cultures actuelles puis dire il faut combattre les changements climatiques, ou il faut s'adapter avec des nouvelles cultures dans des nouvelles zones géographiques qui ont changé? Les deux vont prévaloir, c'est-à-dire on peut améliorer nos méthodes. Et Nathalie, tout à l'heure, y a fait référence avec la corporation de carbone dans le sol. On peut améliorer nos méthodes, mais aussi on doit envisager de changer des cultures. Si le sud du Québec, ça devient le sud de l'Ontario, ça veut dire qu'il faut envisager le développement de l'arboriculture, de la viticulture, plutôt que les cultures qu'on observe aujourd'hui. Et ça se prépare, ça.
Alors, à vous deux, c'est un gros défi, en fait, ça, pour les producteurs, parce que je comprends, Caroline, que ce que nous dit Guy de Bailleul, c'est qu'il y a une grosse préparation qui s'en vient comme demain matin, parce qu'on sait qu'en agriculture, dans 10 ans, c'est demain matin. Oui, tout à fait. Les agriculteurs sont définitivement en première loge pour ce qui est des effets des changements climatiques. Puis, je pense que ce que Guy apporte comme point, c'est super important. C'est pas parce que nécessairement on va avoir à faire des choix différents au niveau des cultures qu'il faut s'en aller juste en culture annuelle, qui est, selon moi, quand même un précurseur là, de production de gaz à effet de serre, effectivement, en agriculture. Alors, il y a aussi une question que je voulais vous poser à tous les deux. Là, vous allez me dire si vous allez pouvoir me répondre à ça ou pas. On entend souvent que les vaches, c'est leur problème. C'est les vaches, les flatulences, l'héros des vaches. C'est ça qui est une problématique dans les changements climatiques. Est-ce que c'est une légende urbaine un peu simpliste? Est-ce que c'est vrai? Et est-ce qu'on oublie parfois de dire que oui, la vache peut avoir un impact par ses flatulences et ses héros, mais que finalement, quand elle va dans les prairies, elle répond aussi à un besoin? C'est quoi la vérité, en fait, là-dessus? C'est vrai, c'est-à-dire qu'on estime que l'élevage bovin, d'une manière générale, à l'échelle internationale comme à l'échelle du Québec, c'est en gros responsable de 10% des gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que c'est essentiellement par le biais du méthane qui est émis dans la digestion des bovins. Et le méthane, on sait qu'il est 25 fois plus puissant que le carbone comme effet sur le climat. Donc, c'est incontestable. Mais en même temps, on peut améliorer. D'abord, il faut constater que ces bovins et ces ruminants, ils sont indispensables pour valoriser une bonne partie du territoire agricole. Les prairies, à l'échelle internationale, c'est 40% du territoire agricole. Puis, et on pourrait pas est-ce qu'elles ont moins d'impact quand elles vont au champ, quand elles vont en prairie? Alors, le paradoxe, c'est que si on nourrit des ruminants avec des grains, ils émettent moins de méthane. Mais ce n'est pas le régime qu'il faut recommander du point de vue à la fois économique, environnemental. C'est absolument à proscrire. Mais on a maintenant des innovations, par exemple des additifs à la ration alimentaire. Il y en a un qui vient d'être accepté au Canada, comme il l'est dans une cinquantaine de pays, qui permet de réduire de 50% les émissions de méthane de la part des bovins à viande et 30% dans le secteur laitier. Donc, il y a des perspectives. Ouais. Caroline, est-ce que c'est quelque chose dans les États dont on parle, ça? Est-ce que les producteurs sont inquiets de ça, d'entendre les gens dire toujours que c'est la faute des vaches, leur flatulence, l'héros, etc.? Définitivement. C'est pour ça qu'on développe des alternatives ou des plans, des évaluations des bilans carbone pour essayer de mieux guider les producteurs dans leurs choix. Fait que oui, il y a des additifs à la ration qui vont permettre de réduire les émissions. Par contre, ça ne permet pas de séquestrer du carbone. Et en production laitière ou en production bovine, c'est l'opportunité qu'on a, en fait, avec les prairies pérennes, d'aller séquestrer du carbone dans les sols. Fait que oui, on est responsable. Donc, les vaches au champ ont un rôle. Oui, définitivement. Fait que oui, on a une opportunité. Puis, de la ferme à la table, c'est à la ferme que ça se passe, les émissions de carbone, mais c'est aussi là que l'opportunité est d'aller séquestrer du carbone. Fait que je pense qu'en polyculture élevage, on a définitivement des belles opportunités, pas juste d'aller réduire, mais aussi d'améliorer nos pratiques puis séquestrer du carbone. Eh bien, écoutez, Caroline et Guy, merci beaucoup. C'est très enrichissant de vous entendre tous les deux aujourd'hui sur les changements climatiques en agriculture. Merci. Merci. Alors, bonjour. Cette semaine, dans le Zoom économique, on vous emmène rencontrer la Fédération québécoise des clubs quad et on reçoit son directeur général, Johan Perron. Bonjour, Monsieur Perron. Merci d'être avec nous en duplex. On sait que la FQCQ, en fait, la Fédération québécoise des clubs quad, aura 40 ans l'année prochaine, si je ne me trompe. On sait que vous gérez les sentiers et que vous collaborez, en fait, avec le milieu agricole. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne, en fait, la FQCQ, en fait. Bien, la FQCQ, c'est 107 clubs qui sont répartis dans l'ensemble du Québec et qui est soutenu par plus de 2000 bénévoles. Hein. C'est des bénévoles qui travaillent dans les clubs et qui travaillent à maintenir des sentiers adéquats aussi autant avec les quadistes qu'avec les partenaires autour aussi, dont les agriculteurs. Ça représente combien de quadistes? Vous dites 2000 membres, mais ça représente combien de clubs et combien de quadistes en fait alors?
C'est 2000, c'est pas 2000 membres, c'est 2000 personnes, plus de 2000 personnes qui travaillent dans les clubs bénévolement. Et ça représente 59 000, à peu près 59 000 personnes qui sont membres d'un club. Avec 107 clubs, on a des clubs d'été, des clubs d'hiver et des clubs 4 saisons. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a quelque chose de vraiment fantastique. Il y a 420 000 quads immatriculés au Québec. OK. Si on compte qu'il y a à peu près 200 000 quads ou autoquads ou motoquads qui sont dédiés soit pour les fermes ou pour les entreprises, il y en a quand même 200 000 qui doivent se promener dans les sentiers, dans les EC et autres. 200 000 qui sont plus des quads touristiques, on va dire, en fait. Oui, on croit fort bien. Sur combien de kilomètres de sentiers, en fait, à travers le Québec? 33 000 kilomètres de sentiers. Ça se divise, bien entendu, parce qu'il y a des kilomètres qui sont uniquement pour l'été ou il y en a uniquement pour l'hiver. Donc, tout dépendant des régions. Alors, vous dites qu'il y a les quads touristiques, il y a les quads qui appartiennent aux fermes aussi, donc c'est un mixte. Comment vous gérez votre relation avec le monde agricole? Parce qu'en fait, vous devez gérer aussi le passage sur les sentiers. C'est une relation fragile et diplomatique, qu'on peut dire, parce que dans un premier temps, il y a bien entendu des producteurs agricoles ou même des producteurs ou des terres privées qui permettent ou autorisent le passage sur certaines parties de leur terre pour pouvoir emprunter et aller d'un sentier à un autre, et aussi même d'une route à un sentier. Cependant, quelquefois, il y a, quand je dis c'est fragile, il y a quelquefois des gens qui pensent que le champ est un terrain de jeu, donc ils vont se promener dans les champs, puis brisent certaines productions agricoles. Ouais, souvent, plus c'est des locaux qui font ça que des gens qui viennent d'ailleurs. Donc, d'où la relation, quand vous dites relation diplomatique avec effectivement les producteurs et j'imagine leur représentant, le syndicat, l'UPA. Aussi, beaucoup de retombées économiques, j'imagine, pour tout ce qui est restauration, hébergement sur le long des sentiers, pour les différentes régions, en fait. Tout à fait. On calcule aux dernières données, en 2021, c'était 1,5 milliard. Mais là, on est en train de faire une nouvelle étude économique qui va nous donner, parce que la dernière qu'on a fait faire est en 2014, on en fait faire une nouvelle. Et on considère encore beaucoup plus on parle beaucoup de retombées économiques au niveau touristique, hébergement. Mais il faut comprendre que les retombées économiques, c'est beaucoup plus grand que ça, parce que on doit calculer aussi les retombées socio-économiques qui sont aussi pour les résidents. Merci beaucoup, M. Perron. C'est tout le temps qui reste pour aujourd'hui. On va souligner également qu'il y a un gros événement qui a lieu au Saguenay dans les prochains jours. Merci. Merci, au revoir. Alors Yann, dans la partie coup de gueule, est-ce qu'on peut dire, en fait, on en parlait avec Dieu Bayeul tout à l'heure puis Caroline Matteau, on n'a pas tout à fait déterminé encore si les vaches sont coupables ou pas. Est-ce qu'elles sont coupables de leur rot et de leur flatulence, finalement? Je pense que c'est l'erreur que beaucoup de monde font puis que je trouve ça très dommage. On a tendance à faire une analyse des émissions de gaz à effet de serre un petit peu par silo. Alors, on prend la vache tout seul, puis on dit la vache émet du méthane. Ben oui, une vache émet du méthane, comme un bison émettait du méthane, et pourtant il y en avait 40 millions dans l'Ouest. Là. Il faut voir les émissions plus d'une façon plus globale. Une vache, ça vit sur une ferme. Alors, il faut prendre l'ensemble des émissions de la ferme. D'où l'importance, si la vache va à la prairie, elle n'a pas le même impact que si elle reste dans l'étable. Exactement. Et là, c'est là que les pratiques agricoles interviennent. Certaines pratiques agricoles pour faire du lait ou de la viande vont faire en sorte que la ferme va émettre beaucoup de méthane. Et la même ferme qui produit le même lait ou la même viande va pratiquement ne pas émettre de méthane et certaines même vont capter du carbone. Donc, une ferme au Québec a 200 vaches, pour être clair. Si les vaches vont au champ, elles vont être plus pratiques, durables qu'une ferme de 200 vaches qui reste à l'étable. Absolument. Ça, plus une vache va consommer de l'aliment qui provient de ce qu'on appelle des prairies permanentes, ça veut dire des cultures qui ne sont pas
qui ne sont pas renouvelés à tous les ans, plus il va y avoir de captation de carbone dans les sols. C'est sûr que la vache va toujours émettre la même quantité de méthane, mais pour la nourrir, on utilise quelque chose qui capte du carbone, et ce qui est important, c'est de faire l'addition des deux. Et des fois, l'addition des deux, on peut arriver en sorte qu'il va y avoir même, sur l'ensemble de la ferme, un résultat de captation positif, là. Ouais. Puis on parlait aussi avec Caroline et Guy des choix gouvernementaux. On est dans une transition. Est-ce qu'on va assez vite, pas assez vite? Qu'est-ce que ça va coûter, cette transition? Puis à qui on donne l'argent? Parce qu'en fait, c'est toujours une question d'argent. En fait, ça va prendre beaucoup d'argent pour la transition. Ça va coûter très, très cher. OK. Ça, faut pas rêver en couleur, penser que ça va arriver d'un seul coup. Les pratiques agricoles, il va falloir d'abord faire de l'éducation. Ça va coûter cher, ça va prendre du temps. Il faut faire de l'éducation. Il faut changer l'équipement agricole. Il va falloir changer probablement certaines cultures. Probablement, quand on parle de culture pérenne, il va falloir augmenter la proportion de cultures pérennes dans le milieu agricole, diminuer le pourcentage de cultures annuelles, tel le maïs. Et ça, il y a des coûts à ça. Il y a des coûts à ça. Puis est-ce que c'est-à-dire que les soutiens en agriculture vont devoir être réévalués en fonction des cultures, dans le sens qu'il va falloir soutenir peut-être d'autres cultures que celles qu'on soutient actuellement? Absolument. Et puis, dans les pratiques. D'ailleurs, il y a beaucoup de gouvernements dans le monde, notamment en Europe, qui ont commencé ça. Je pense, comme en France, à peu près 25 des subsides, ça veut dire des revenus des producteurs, là, sous forme de qui sont des subsides, sont liés à des bonnes pratiques environnementales. Alors, de plus en plus de gouvernements font le choix, ils offrent aux producteurs un certain nombre un panier de bonnes pratiques, puis le producteur, il pige dans le panier, et ça permet d'améliorer l'ensemble là, de la ferme. Et c'est pour ça que quand je dis qu'il faut vraiment regarder la ferme, il faut arrêter de regarder rien qu'un point, parce que peut-être qu'il y a un point qui est négatif, mais il y a un point qui est très, très, très positif. C'est l'ensemble qui est important, là. C'est là qu'on va avoir un effet sur le changement climatique. Merci beaucoup, Yann. Nous vous remercions d'avoir suivi Zone Agricole. Nous vous remercions d'avoir suivi Zone Agricole et espérons que cela vous a permis, comme les autres semaines, d'en apprendre un peu plus. Merci. Les Céréaliers du Québec et Boulangerie Ange, fiers partenaires de Zone Agricole.